Oui, bonjour aux futurs auditeurs et téléspectateurs aussi. Donc, par conséquent, je m'appelle Morton de la Chapelle Jean-François, donc j'ai été conseiller école polyvalent en région parisienne. Et j'ai écrit 2 livres sur la santé, La forme est bien, pourquoi pas, et La vie, c'est un secret. Et puis j'ai fait pas mal de conférences là depuis quelques années. Et puis donc par conséquent, aux dernières conférences, on m'a dit qu'il fallait que ce que j'avais fait soit sur YouTube, quoi. Et donc, Madame Sophie Gargovich, présidente de la commission de développement durable pour le Lot-et-Garonne et puis en plus maire de Blanquefort-Sous-Violence, m'a fait l'honneur donc de bien vouloir mettre tout ce que j'ai fait sur paperboard, là, les 16 tableaux techniques pour la France et puis même au-delà si d'autres sont intéressés dans d'autres pays quoi, de langue française. Quoi. Voilà, donc le premier tableau concerne l'histoire de l'agriculture. Ça remonte déjà à 2000 ans avec les Grecs et les Romains qui étaient déjà férus de l'agriculture. Cette histoire peut se décomposer rapidement avec. Donc il y a 2000 ans déjà, on connaissait l'agère, c'est-à-dire les champs. Ensuite, il y avait le saltus, les pâturages. Et puis également, il y avait comment dirais-je, il y avait aussi la silva, c'est-à-dire la forêt, dont les gens faisaient des rotations comme ça, longues bien sûr, parce que la forêt c'est plus long c'est plus long, donc la forêt enfin on pouvait couper tous les 15 ans, je suppose, comme c'est des taillis, je pense, ça faisait des sartages, donc et après ça, on les épandait, quoi. Et donc ça a perduré jusque dans les années 1950. Il y avait encore des techniques plus ou moins comme ça en France. Et puis euh, on s'est mis à faire des talus et à cultiver même pour entourer les champs avec des talus et qui faisaient 1 à 2 mètres de hauteur. Et puis en largeur c'était variable, ça faisait au moins 1 mètre, des fois 1 mètre 50 ou peut-être plus par endroit. Et donc tout ça a été bouleversé par l'enremembrement qui est arrivé dans les années 1950, 60, et puis même jusqu'en 1980 par là, quoi. Donc l'histoire, si vous voulez, c'est il y a toujours eu, on s'est toujours intéressé, surtout à cette époque-là, à la biologie, microbiologie des sols, parce qu'il n'y avait pas des engrais au départ. Ensuite est venu l'allemand Liebig en 1823 qui a inventé les engrais chimiques. Au départ, c'était puis organique aussi. Bon, il a fait beaucoup d'analyses. Enfin, l'engrais chimique, c'est lui en tout cas. Ensuite, il y a eu dans l'évolution de l'agriculture la mécanique vers 1850. Ensuite est apparu au niveau mondial, je parle là, c'est 1920 l'électronique, 1940 l'informatique, et puis l'agriculteur est confronté donc à toutes ces inventions-là. Il y a la réglementation juridique, et depuis les années 70, on commence à s'intéresser de nouveau à l'écologie, c'est-à-dire à remettre des briseurs en place comme font les Bretons depuis les années 1970, puisqu'ils ont été les premiers à les arracher, mais ils ont été les premiers à en remettre. On verra ça plus loin, quoi. Alors, ce qui est important, c'est de l'analyse de terre, quoi. Elle est physique, c'est la plus simple. Donc, les composantes sont l'argile, qui est inférieure à 2 microns, les limons fins et grossiers, les sables fins et grossiers. Ensuite, donc là, au-delà de 2 mm, c'est du gravier, donc c'est plus de la terre, de toute manière. Hein. Donc la terre cultivée, c'est entre 2 microns, c'est inférieur à 2 microns, c'est-à-dire l'argile, ça va jusqu'à 2 mm, quoi, les différentes parties du sol. Quoi. Le micron, c'est 1/1000 de millimètre. Quoi. Alors les caractéristiques, autre caractéristique, on fait l'indice de battance. Donc ça c'est pour les limons, hein, parce que dans les sables il n'y a pas de battance, dans les argiles non plus. Hein. Ensuite il y a l'analyse chimique avec le pH haut, le pH KCl, c'est-à-dire chlorure de potassium, qui a été inventé par M. Redlich, que j'ai eu l'honneur de connaître. Pourquoi? Parce que le pH KCl, chlorure de potassium, est indépendant de l'humidité du sol. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une variation si le sol est sec, on n'a que 0,1
0,1 de variation entre le pH H2O qui est toujours plus élevé par rapport au KCl. Mais par contre, si le sol est envoyé au laboratoire est très humide, il peut y avoir jusqu'à 0,9 d'écart en faveur de l'eau. Et donc là, évidemment, c'est assez faux, quoi. Donc, j'en reparlerai plus loin de ça aussi. Donc, on fait le calcaire total. Il peut y avoir le calcaire actif aussi. Donc, là, c'est la méthode Gallet-Bruno. Et puis, autrement, il y a aussi le taux de matière organique, bien entendu, quoi. Alors, un sol se caractérise par ses composantes principales, donc l'argile. Oui, parce qu'il peut y avoir du mica, enfin, des traces de fer, etc. Bien sûr. Mais le principal, c'est ce que j'ai déjà dit là. Donc l'argile, limono-sableuse, c'est un exemple, quoi. Il peut y avoir aussi un sol humifère dans les extrêmes, ou un sol argileux, ou un sol sableux, etc. Et encore sableux, ça peut être sableux calcaire, comme en vallée, j'ai vu des fois, enfin, c'est rare, quoi. Ça dépend de l'origine du sable, quoi. Ou alors en général c'est acide, bien sûr, quoi. C'est la silice, quoi. C'est le CO2. Après il y a ce qu'on appelle la capacité d'échange en cation, un milli-équivalent pour 100 grammes. Alors là, on tient compte des bases du sol, c'est-à-dire c'est la chaux. Voilà, j'ai mis l'élément pur, c'est-à-dire le calcium, qui est bivalent. Le magnésium, ça fait la magnésie pour la forme oxydée, quoi. Le potassium, c'est K+, dont la potasse, c'est K2O, c'est dosé en K2O d'ailleurs. Et Na2O, c'est à partir du sodium, et ça, c'est les sols qui sont, comment dirais-je, en bordure de mer, quoi. Voilà. Après, on dose le P2O5, c'est-à-dire le phosphore, la potasse, K2O, le calcaire, CaCO3, la magnésie, MgO, et puis éventuellement l'oxyde de sodium, c'est-à-dire quand on est en bordure de mer, là c'est du chlorure de sodium, donc il y a la partie cation, c'est-à-dire le calcium, le sodium, et la partie anion qui est le OH, c'est-à-dire l'hydroxyde, la fonction hydroxyde, quoi. Alors les oligo-éléments que les plantes ont besoin pour croître, il y en a 6. Dans tous les cas, c'est un minimum. Il y a le zinc, le manganèse, le cuivre, le fer, le bore, le molybdène. Pour les animaux, il y en a d'autres. Il y a le sélénium, le cobalt, etc., quoi. Il y a l'iode, enfin bon, il y en a pas mal en plus, comme pour les êtres humains d'ailleurs, hein. Alors, donc, l'agriculteur, s'il veut faire une analyse comme ça lui coûte au moins, il faut compter 180 €, quoi, à peu près, quoi. Par contre, c'est valable 50 ans, hein, parce que là, ça ne va pas bouger beaucoup, hein, sauf ce qu'éventuellement on peut refaire. Ce qui peut bouger, c'est le calcium, bien sûr, et puis la matière organique, quoi. Alors, le profil cultural, c'est quelque chose qui est pas indispensable, mais c'est comme l'analyse de terre complète, comme je viens de parler, mais c'est conseillé. C'est-à-dire qu'on peut faire un trou là, de 2 mètres sur 1 mètre, par exemple à la pelle mécanique, surtout si la parcelle est grande. Et puis là, on voit tout, quoi. C'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas vu à l'analyse, les problèmes de tassement, les problèmes de migration. Par exemple, dans un pot de zole, il peut y avoir des oxydes de fer qui migrent. Donc. Et puis également, je l'ai vu une fois dans ma carrière, 1m40 à peu près, jusqu'à 1m50, j'ai trouvé des granules de manganèse, quoi. Et là, c'était un sol qui était, par moment, c'était un pseudo-glé, c'est-à-dire ça devient bleu quand il était engorgé d'eau, mais temporairement, quoi. Donc c'était intéressant de faire un profil cultural pour voir après comment les cultures on pouvait mettre en place, et éventuellement drainer, etc., quoi. Voilà. Donc quand on fait un prélèvement de terre, on ne fait pas ça n'importe comment. Il faut déjà repérer, c'est qui est évident. Donc on peut repérer soit au GPS ou alors la vieille méthode, c'est-à-dire il faut 3 points fixes, par exemple une maison, un arbre qu'on ne coupera pas, un coin d'un hangar. On mesure et autour d'un point de ce point-là, c'est la profondeur du sol, profondeur de labour du sol, pardon, qu'on fait 10 prélèvements. Puis après on fait un mélange et on envoie ça sec, je dis bien sec si possible, au laboratoire. Et au laboratoire, donc on envoie 500 grammes, quoi. Bon, moi j'ai beaucoup travaillé avec le syndicat d'amélioration des sols et cultures
qui avant était à Gargenville, qui est passé à Ardon, et puis maintenant ça doit s'appeler Auréa, je crois que ça a changé de nom depuis. Ils ont fusionné avec une société qui habite dans les Charentes, quoi. C'est le plus grand laboratoire privé de France quand même, celui-là. Voilà, à Ardon dans le Loiret, quoi. Bon, on va aller plus vite là. Physiologie de la plante. Bon, c'est des choses qui sont connues, ça, par tout le monde, enfin par beaucoup de gens en tout cas. La plante a 3 fonctions vitales. Elle respire. Elle va absorber l'oxygène, rejeter du gaz carbonique comme tous les êtres vivants, quoi. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la photosynthèse. Et là, donc, la plante va faire l'inverse. Elle va prendre du gaz carbonique et rejeter l'oxygène. Et comme cette fonction est beaucoup plus importante que la fonction de respiration, c'est pour ça qu'on peut vivre sur Terre. Donc, ce qui est le plus important, c'est aussi les arbres, bien entendu, qui justement dépolluent l'air, quoi, puisqu'il y a trop, comme vous savez, trop de gaz carbonique dans l'air, quoi. Puisqu'en gigatonnes, on est à 100 millions de... C'est-à-dire un gigatonne, pour vous dire, c'est 10 puissance 9. Donc ça fait 1 milliard de... 1 gigatonne, 1 milliard de tonnes de CO2. Et là, il y en a 100 milliards dans l'air. Avant, il y en avait 40 milliards en 1960. Vous voyez un peu la pollution que ça fait, quoi. Alors ensuite, la plante, elle transpire comme tout le monde, quoi. Et puis, elle absorbe des éléments minéraux qui lui sont indispensables pour vivre, l'azote, l'acide phosphorique, la potasse, calcium, magnésium, soufre, et puis les oligo-éléments que j'ai parlé un peu, fer, manganèse, zinc, cuivre, molybdène et bore. Même à très petite dose, c'est indispensable. Par exemple, le molybdène, c'est 10 grammes les exportations par hectare et par an. Ça semble très faible, mais s'il en manque un petit peu, ben vous allez avoir une moins bonne fécondation. Par exemple, sur colza, il y a des carences en molybdène. Sur chou, il y a melon aussi. On apporte 3-4 mg de molybdate d'ammonium, par exemple, préventivement. Donc là, je voulais parler, là, mais le temps étant limité, des caroténoïdes, quoi. C'est-à-dire que la photosynthèse, c'est l'assimilation chlorophyllienne, mais la chlorophylle, c'est quelque chose de très complexe quand même, si on va dans le détail. Donc il y a 2 caroténoïdes, c'est-à-dire le carotène et puis la xanthophile. Et puis il y a 5 chlorophylles, dont les plus courantes, c'est chlorophylle A et chlorophylle B. Alors, il y a du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, oui bien sûr, et du magnésium. Alors dans la formule développée, pour vous donner la complexité, C55, H72, OCN4MG, vous voyez le genre, quoi, et toutes les formules, enfin bref. Donc si vous voulez, on voit que le magnésium est entre 4 atomes donc d'azote, et par conséquent, on voit que c'est absolument primordial. Moi, j'ai fait beaucoup d'essais dans ma carrière, notamment en magnésie, et par conséquent, s'il y a une carence en magnésie, le rendement il plonge, et beaucoup même. Hein. Et même s'il y a ce qu'on appelle une subcarence, on ne voit pas la carence, mais par contre, il y a des baisses de rendement. Donc, d'où l'intérêt de l'analyse de terre que je parlais tout à l'heure. Il vaut mieux faire des analyses de terre que d'acheter du matériel trop important, quoi. Voilà, donc la plante, c'est la sève brute au départ, et après la fonction chlorophyllienne ou photosynthèse, ou assimilation chlorophyllienne, il y a plein de noms, donc c'est la sève élaborée qui redescend. Voilà, donc bien entendu, il y a des poils absorbants qui absorbent tout ça, quoi. Bon, fixation des complexes, des cations sur le complexe argilo-humique. Alors c'est encore un peu de chimie. C'est l'une des 3 bases de l'agriculture, ça, avec l'agronomie, enfin la biologie et puis la pédologie, l'étude, la formation, l'évolution des sols. Donc je suis obligé de parler un peu de ça, quoi. Alors c'est ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, c'est-à-dire que l'argile et l'humus, c'est comme mari et femme, si vous voulez, c'est quand ils sont mariés, quoi, ils sont, en principe, c'est des liens solides, quoi. Et donc, c'est négatif.
Par contre, à la périphérie, les charges sont positives. Et en apprenant en physique, le plus et le moins s'attirent. Donc le calcium, là c'est l'ammonium, c'est une forme d'azote qui est donc pas lessivée. Il y a une autre forme qui n'est pas lessivée quand c'est réorganisé par les microbes du sol, quoi. Bon, il y a du potassium, là il y a de l'hydrogène, il reste un peu d'hydrogène, quoi. Il y a du calcium fait dans ce type de sol tout au moins. Là il y a du sodium. Et là il y a les principaux éléments, il n'y a pas les oligo-éléments là, je vois. Bon, après il y a l'ion phosphorique, H2PO4. S'il y avait un H de plus, ça ferait H3PO4, c'est-à-dire l'acide orthophosphorique qui est le plus courant, mais il y a le métaphosphorique et le pyrophosphorique aussi. On voit ça dans la fabrication des engrais, quoi. Donc c'est retenu, bien que ce soit négatif, cet ion phosphorique. Pourquoi? Parce qu'il y a le pont calcique, quoi. Le calcium, il a deux valences, quoi. Donc il y en a une pour là, pour retenir, comment dirais-je, l'ion phosphorique, et l'autre valence qui permet à l'argile et à l'humus de retenir l'ion phosphorique par l'intermédiaire du calcium. Ah oui, j'ai pas fini. Excusez, ouais, j'ai oublié les oligoéléments. Les oligoéléments sont retenus aussi, tous, sauf il n'y en a qu'un qui est lessivé, c'est le bore, quoi. Mais autrement, le cuivre, le fer, ça apparaît pas là-dessus, c'est pour pas surcharger. Le cuivre, le fer, le molybdène, le zinc et le manganèse sont retenus. Dans les éléments qui ne sont pas retenus, il y a le soufre, comme j'ai dit. Je ne l'ai pas dit ça, mais le soufre n'est pas retenu non plus, parce que c'est un métalloïde. Tout ce qui est métalloïde, le bore c'est métalloïde, c'est pas retenu non plus. L'azote non plus, sauf la forme ammoniacale, quoi. Enfin, NH4, ce serait NH3, c'est l'ammoniac, NH4OH, c'est l'ammoniac. Et sous cette forme-là, c'est retenu parce qu'il y a l'hydrogène. Mais ce serait NO3, le nitrate, c'est forcément lessivé, quoi. Voilà. Donc, le soufre est lessivé dans ce qu'on peut apporter au sol, dans les éléments indispensables aux plantes. Le soufre est lessivé. La plupart de l'azote aussi, sauf encore quand c'est ammoniacal. Enfin, l'ammonium, aussi c'est réorganisé, là, par exemple à l'automne, comme ça, par les microbes comme ça qui prennent l'azote. En mourant, vous voyez, ça évite le lessivage, quoi. Et puis alors, le soufre aussi est donc est lessivé, quoi. Bon, donc soufre et la plupart de l'azote. Il y a trois éléments qui ne sont pas retenus par le complexe humique indispensable aux plantes.